Bonjour à tous et bienvenue dans mon dojo, je suis le sensei et aujourd'hui on va parler culture martiale. Et cette fois on est de retour pour un portrait martial et on va à nouveau revenir sur la vie d'un maître et de son style. Toujours dans le karaté puisque je vais vous parler de Masutatsu Oyama et du karaté Kyokushinkai. Bon, je vous cacherai pas que je me suis rendu à la tâche un petit peu difficile avec ce sujet parce que la vie de Maître Oyama est pour le moins controversée. Il faut savoir qu'il était un excellent commercial et promoteur. Ayant créé un style de karaté moderne qui venait casser de nombreux codes sur cette pratique, Oyama en était la seule et unique vitrine et il le savait. Il a donc décidé de se construire un personnage, une véritable légende ayant accompli de nombreuses prouesses absolument incroyables. Tout ça afin de promouvoir son école. Le truc, c'est qu'il a tellement bien réussi son coup qu'aujourd'hui, il peut s'avérer assez difficile de démêler le vrai du faux. Et je vais faire de mon mieux pour vous raconter un petit peu son histoire en essayant de ne pas la trahir sans pour autant verser trop dans la légende non plus. Aussi, je tâcherai de vous signaler les aspects sur lesquels je suis pas forcément certain ou que je sais fausses ou controversées. De la même manière, je vous avertirai aussi quand je sais les informations véridiques. Masutatsu Oyama, de son véritable nom Choi Yeong-eui, est né en 1923 dans une province du sud-ouest de la Corée. Il semblerait qu'il y ait eu là-bas un premier contact avec les arts martiaux durant l'enfance avec l'apprentissage du Taekyon. Et déjà là, on entre dans le controversé, puisque malgré tout, la chose reste difficile à vérifier car à cette époque, la Corée est sous occupation japonaise et les Japonais y avaient interdit la pratique des arts martiaux aux Coréens. Il est donc totalement impossible de vérifier ces dires et s'il a reçu un enseignement, il fut donc caché et illégal. Mais bref, vers l'âge de 15 ans, en 1938, il sera contraint de quitter la Corée pour le Japon dans le but d'y étudier. C'est d'ailleurs sa famille d'accueil japonaise qui lui donnera un prénom japonais, Masutatsu, afin qu'il lui soit plus facile de s'intégrer au Japon, les Coréens y étant encore pas mal victime de discrimination. Et c'est à peine un an ou deux après son arrivée au Japon qu'il débutera sa pratique martiale. Pratique, cette fois-ci, certaine et sourcée. Il commencera avec le judo et le karaté Shotokan. Il progressera d'ailleurs rapidement en judo, atteignant le grade de 4e dan en seulement quelques années et sera également gradé 2e dan en Shotokan. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, il intègre alors une école d'aviation militaire dans l'espoir de devenir pilote de combat. Et bien que certains textes disent qu'il ait pu participer à une mission kamikaze, raté pour le coup, en réalité la guerre a pris fin avant que le cursus de Masutatsu ne se termine et qu'il puisse mettre le pied dans un véritable avion ou même sur le champ de bataille. La Seconde Guerre mondiale se termine, l'école militaire japonaise est démantelée et Masutatsu se retrouve alors sans avenir et entre dans une véritable crise existentielle qui le mènera à se plonger corps et âme dans la pratique des arts martiaux qu'il avait débuté à son arrivée sur l'île nippone. Mais seulement voilà, le judo manque de percussion et il trouve le Shotokan beaucoup trop théorique et trop éloigné du combat réel. Il se plaint du trop grand contrôle imposé par le Shotokan et la quasi absence de combat imposée par Funakoshi Sensei, le fondateur du style. Et c'est dans cette période qu'il va justement faire la rencontre d'un autre Coréen, originaire d'ailleurs de la même province que lui. Ce Coréen, c'est Soi Nei-chu. Et Soi Nei-chu, c'est un expert en Goju-ryu, élève direct de Miyagi Chojun, le fondateur du style. Et le Goju-ryu, c'est un style de karaté très dur, basé sur le renforcement du corps, et maître Soi Nei-chu, en plus, c'est un professeur
extrêmement dur et exigeant. Il décide alors de prendre Masutatsu sous son aile afin de l'aider à sortir de cette crise existentielle et de progresser sur la voie martiale. Masutatsu se passionnera pour la discipline du Goju-Ryu et progressera assez rapidement, atteignant le grade de 3e ou 4e dan de la discipline en fonction des sources. Seulement voilà, malgré sa passion, Masutatsu n'est pas encore pleinement satisfait de son approche du combat réel. Il souhaiterait aller encore plus loin. Soineichu encourage alors son jeune élève à commencer à suivre sa propre voie martiale et à réfléchir sur la meilleure manière de pratiquer le combat et le karaté selon lui. Il l'invite donc à se retirer en montagne, loin de la civilisation, afin d'entraîner son corps et son esprit et de méditer sur les arts martiaux. Et en vrai, c'est essentiellement à partir de là qu'on va vraiment rentrer dans la légende et dans la partie franchement touchy et romancée de son histoire. Donc je vais y aller avec des pincettes et beaucoup de conditionnels. Selon les versions, Masutatsu serait parti seul en montagne pendant plus d'1 an, suivant un rythme presque inhumain, méditant sous des cascades glacées, brisant des pierres voire des rochers à main nue, faire des footings pieds nus dans la neige et sur la glace, et j'en passe. D'autres récits nous diront qu'il est en fait parti en compagnie d'un élève, mais que ce dernier craqua après seulement 6 mois, là où Masutatsu tint plus d'1 an et demi. En fait, il semblerait justement que la réalité se trouve un petit peu au milieu de tout ça. Ce que l'on peut déduire, selon moi, d'après les différents témoignages d'élèves et d'autres biographies, c'est que Masutatsu aurait en fait effectué plusieurs retraites pouvant aller d'1 ou plusieurs semaines à quelques mois. Ces retraites ne se seraient pas toujours déroulées seules, il y serait parfois allé avec des partenaires d'entraînement ou d'autres élèves de Soineichu, le tout sur une période étalée de 2 à 3 ans environ. Une sorte de stage, en somme, entrecoupé de retour à la vie civile qui lui servait non seulement à se réapprovisionner pour les prochaines expéditions, mais également à demander conseils et corrections pour les exercices à son sensei, ou tout simplement à mettre en pratique et à tester les nouvelles techniques auxquelles il aurait pensé. Pour ce qui est des entraînements, c'est vrai qu'ils étaient franchement hardcore, et en fait, c'est d'ailleurs toujours le cas des entraînements du Kyokushin qui sont vraiment très difficile. Encore une fois, d'après les différents témoignages d'élèves de Masoyama qui ont pu s'entraîner avec lui, les méditations sous les cascades ou dans des lacs glacés sont tout à fait vraies, tout comme pour le footing pieds nus dans la neige, pour ne citer que ces 2 exemples-là. On sait également qu'il pratiquait avec ses partenaires d'entraînement des exercices de combat en plein contact, en frappe réelle quoi, on y va, on se la donne à fond. Toujours est-il que le but était donc de se surpasser chaque fois physiquement et mentalement afin de déplacer, d'augmenter les limites de son corps et de son esprit. Et encore une fois, c'est un héritage et une mentalité qui perdure encore aujourd'hui dans la pratique du Kyokushin. Les entraînements y sont certainement les plus difficiles physiquement et mentalement de la scène martiale. En tout cas, ils sont clairement dans le top 3 des plus hardcore. Un renforcement musculaire et cardio extrêmement poussé, des séries de plusieurs dizaines de combats à frappe réelle sans véritable temps de pause, des heures et des heures de répétitions techniques et de travail respiratoire. Vous voyez un petit peu le tableau. En fait, c'est simple, vous tapez simplement entraînement Kyokushinkai sur YouTube et vous pourrez constater par vous-même. Mais revenons-en à Masutatsu. Et d'ailleurs, vous avez pu remarquer que depuis le début de la vidéo, je l'ai tout le temps appelé Masutatsu et presque jamais Oyama. Et ben non, c'est pas un oubli de ma part, il y a une véritable raison à ça. Et cette raison, c'est qu'en réalité, il n'aurait pris le nom de Oyama qu'après ses différentes retraites en montagne, justement. Sa réputation de karatéka de l'extrême commençait à se faire et à se répandre, et en lui, l'idée de créer son propre style, sa propre école, avait déjà germé depuis quelque temps. Il souhaitait alors en faire la promotion et voulait pour ça se créer une image, un personnage quasiment invincible et inébranlable. C'est pour ça qu'il aurait choisi le nom de Oyama,
Oyama signifiant en japonais la grande montagne. Il y transmet ainsi l'image d'un être inébranlable, immuable et imposant, en plus de justement faire un clin d'œil à ses retraites qui l'ont amené là où il est aujourd'hui. C'est donc en 1953 qu'il commence à vraiment enseigner sa propre vision du karaté et s'installe alors dans le quartier de Meijiro à Tokyo. Son dojo est alors pour le moment le Oyama Dojo et il est à ciel ouvert. Et oui, au début, Oyama donnait pas mal de cours en plein air ou dans de petites salles louées ça et là à quelques moments. D'ailleurs, à ce moment-là, son style n'a pas encore véritablement de nom officiel. C'est seulement en 1956 qu'il ouvre le Honbu Dojo, ce qui signifie dojo principal, et en 1957 que le nom Kyokushin est officiellement adopté. Ce dojo deviendra alors le point central de la pratique du karaté Kyokushinkai et tous les autres dojos du Japon et ailleurs dans le monde lui seront rattachés et dépendront de lui pour tout ce qui est de la technique et de la philosophie de la discipline. Et c'est d'ailleurs encore le cas aujourd'hui puisque le dojo existe toujours et est toujours le point central, le QG de l'IKO, l'International Kyokushinkai Organization, une organisation fondée par Oyama en 1964 pour regrouper justement tous les dojos nés de sa transmission du karaté et garder la main mise sur ce qui était enseigné. L'IKO, donc aujourd'hui encore, centralise les grandes règles de la pratique du Kyokushin, telles que la manière dont les katas doivent être pratiqués, ainsi que leur bunkai, mais aussi les règles de compétition, etc., etc. Vous l'aurez compris, Oyama ne souhaitait pas garder le Kyokushin pour lui et une poignée d'élite. Sa volonté était bien établie depuis le début et c'était de pouvoir transmettre le Kyokushin au plus grand nombre et partout dans le monde. Mais bon, comment faire la promotion de son style de karaté quand celui-ci est vraiment très jeune, qu'il casse les codes du karaté traditionnel et qu'il n'est pas justement ancré dans une centaine d'années de tradition? Eh bien la réponse, je l'ai déjà un petit peu évoquée tout à l'heure. On crée sa propre légende et son aura. C'est donc pour ça, comme je le disais tout à l'heure, que Oyama prend ce nom à son retour définitif des montagnes, mais également pour ça que la vérité commence petit à petit à s'embellir et où Oyama va se lancer dans une véritable campagne mondiale de pub pour le Kyokushin. Une campagne parsemée de démonstrations impressionnantes, d'interviews, d'embellissements de la réalité, etc. Pour ça, il va notamment voyager aux États-Unis à la fin des années 50 pour faire cette promotion à grand renfort de démonstrations, de casse et de combats contre des hommes, mais aussi contre des taureaux. Oui, enfin, en tout cas, en fait, pas vraiment un taureau sauvage non plus, mais plus un bœuf, donc castré, et ayant l'habitude des humains et d'être manipulé, et bien entendu, avec toute une préparation préalable. Événement qui sera d'ailleurs filmé, comme vous pouvez le voir, et retransmis à la télévision américaine et qui s'inscrira pleinement dans sa légende de surhomme. Certains témoignages allant même jusqu'à dire qu'il aurait affronté plus de 50 taureaux durant sa vie et qu'il en aurait même tué quelques-uns à main nue. En réalité, il se contentait de faire tomber l'animal au sol avant de lui briser une corne d'un seul coup du tranchant de la main. Alors non, c'est vraiment pas bien et on est carrément dans la maltraitance animale, mais à l'époque, on se posait malheureusement pas la question. Et en plus, ces démonstrations sont faites aux USA et c'est pas non plus le pays le plus exemplaire en termes de traitement des animaux malheureusement. Je ne cautionne absolument pas ça, mais que voulez-vous, autre temps, autre mœurs. Malheureusement. Bien sûr, également beaucoup de démonstrations de casse, en tout genre d'ailleurs, puisqu'il pouvait s'agir de casser d'énormes pains de glace ou encore de grosses pierres à l'aide du tranchant de la main, ou même des tuiles ou encore des battes de baseball à grands coups de pied. Ce genre de casse
est d'ailleurs encore et toujours présent dans les démonstrations de Kyokushin, surtout la case de blocs de glace extrêmement impressionnante qui est effectuée à chaque grande démonstration de Kyokushin, comme par exemple lors du Festival des Arts Martiaux de Paris-Bercy. Certaines des légendes, justement, racontent que lors de son voyage aux États-Unis, Oyama aurait affronté entre 100 et 300 hommes en combat, le plus souvent en combat de rue sans règles, et qu'il les aurait tous vaincus d'une seule et unique attaque, systématiquement par KO bien entendu. Il aurait même affronté un géant de 2 mètres et l'aurait vaincu en un seul low kick. Bref, je ne m'étalerai pas vraiment sur ces histoires, c'est pas vraiment le plus important, et encore une fois, difficile de démêler le vrai du faux. Ce qu'il faut retenir, c'est que Oyama s'est lancé dans cette grande campagne de promotion et que le maître mot de toutes ces démonstrations et de toute sa promotion du Kyokushin, à vrai dire, c'était le sensationnalisme. Tout comme son style de combat, il voulait frapper vite et fort afin de marquer les esprits de manière forte mais surtout définitive. Et c'est comme ça qu'il a voyagé un petit peu partout dans le monde avec cette même conviction, cette même détermination, et qu'il l'a fait avec certains de ses élèves, parfois seul, allant aux États-Unis, en Europe, en passant par le Brésil ou encore d'autres pays d'Asie bien entendu. Masatatsu Oyama est décédé en avril 1994 d'un cancer du poumon, malgré le fait qu'il était non-fumeur. Il aura néanmoins réussi totalement son pari en faisant la promotion du karaté Kyokushin, puisqu'il est aujourd'hui l'un des karatés les plus connus et les plus pratiqués dans le monde entier, même s'il reste encore assez timide en France. Maintenant que vous situez un peu mieux qui était Mas Oyama, et en fait, c'est quoi le Kyokushin? Déjà, le terme Kyokushin signifie école de l'ultime vérité, et c'est bel et bien ce que recherchait Maître Oyama lorsqu'il l'a créé. L'ultime vérité dans le karaté, dans le combat, dans les arts martiaux de manière générale, si on peut dire, mais aussi son ultime vérité, apprendre à se connaître soi-même. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'est exercé à différents styles de karaté et d'arts martiaux, comme on l'a évoqué plus tôt. Ce qui dénote le plus avec le Kyokushin par rapport à d'autres styles de karaté, c'est son aspect plein contact. En effet, comme j'ai déjà un petit peu expliqué dans la vidéo, ou même dans ma vidéo sur le Wado Ryu, si vous ne l'avez pas encore vue, allez la voir, elle est sympa. Là où certains maîtres préconisaient la pratique du combat, d'autres maîtres comme Funakoshi, eux, pensaient que seule la pratique des katas et des répétitions techniques, que sont les kions, était nécessaire pour vraiment devenir un maître en arts martiaux, en karaté. Je schématise un peu, mais bon, l'idée est là. Et même dans les styles qui proposaient le travail du combat, beaucoup préconisaient une extrême maîtrise du corps et les coups avaient interdiction de toucher ou de blesser son adversaire, son partenaire. A l'inverse, Maître Oyama estimait pas qu'il fallait faire mal à son partenaire, mais que pour être bon dans un combat, il faut combattre, tout simplement, et que combattre réellement en frappant sincèrement et en prenant également des coups, c'était la meilleure manière d'y parvenir pour comprendre ce que le combat implique réellement. Le Kyokushin propose donc un vrai travail à frappe réelle, à pleine puissance, et ce, sans protection. Mais si dur soit le Kyokushin, il n'en reste pas moins un style de karaté, et en ces termes, il n'échappe en aucun cas à l'aspect très technique de ces écoles, avec un fort travail de kion et de kata notamment. Maître Oyama avait d'ailleurs coutume de dire que le combat est le cœur du Kyokushin, mais que la technique est le cœur du combat. Et justement, la base technique du Kyokushin vient principalement de 2 styles de karaté, le karaté Shotokan et le karaté Goju Ryu. Oui, en effet, les 2 styles de karaté qu'il a pratiqués, ce qui semble totalement logique. Du Shotokan, il va récupérer certains katas, tout comme les katas de base, notamment, qu'on appelle Heian en Shotokan et qui seront nommés Pinan en Kyokushin, mais également quelques katas supérieurs. Bien entendu, il récupérera également des katas du Goju Ryu, particulièrement ces katas respiratoires que sont Sanshin et Tensho,
et il prendra également de cette école son important travail du renforcement musculaire et du corps dans son ensemble. Et oui, le Kyokushin accorde une très grande importance à la condition physique et il est exigé de ses pratiquants une grande résistance physique à l'effort, mais aussi une bonne capacité à encaisser les coups. Bah oui, pour être un bon combattant, faut savoir encaisser un minimum. Mais également une très grande résistance mentale, l'un allant rarement, évidemment, sans l'autre. Pour souligner l'importance du travail technique et du renforcement des bases dans le Kyokushin, on peut noter que bien souvent au Japon, et parfois ailleurs également, les entraînements commencent systématiquement par un échauffement très complet, consistant non seulement en un travail d'étirement, de mobilisation générale du corps, mais également à la répétition de l'ensemble de toutes les techniques de base de l'école, des répétitions plutôt très longues. Le cours à proprement dit, lui, peut ensuite commencer une fois ce gros échauffement terminé et s'effectuer avec un travail spécifique d'approfondissement du combat, de la technique, enfin bref, ce que l'enseignant aura choisi. Le maître mot de l'enseignement reste toujours néanmoins la recherche de l'efficacité absolue. Et dans cette recherche, c'est bien souvent le travail du combat qui prime, qu'il s'agisse de technique de combat, de stratégie ou de simplement enchaîner les combats pendant un cours entier. Et dans cet esprit, c'est tout naturellement que le Kyokushin s'est rapidement illustré dans le monde sportif avec des compétitions particulièrement impressionnantes. Se distinguant encore une fois des autres styles de karaté qui préconisent une grande maîtrise des coups portés et surtout aujourd'hui d'ailleurs, à tel point qu'un KO qui vous normalement garantirait la victoire peut ici, en fait, tout simplement vous faire disqualifier. Le Kyokushin, lui, laisse place à la pleine puissance de ses techniques et de ses pratiquants. Toutes les frappes sont autorisées. Poing, coude, pied, genou, les coups de poing et les coups de coude étant interdits au visage, mais autorisés sur le reste du corps, les parties étant à éviter évidemment. Les combats se déroulent en 3 rounds de 2 à 3 minutes avec 1 minute de repos entre les reprises et des possibilités de prolongation en cas d'égalité. Les combats se font en plein contact, donc encore une fois, et sans protection, mis à part la coquille évidemment. En bas pour les hommes et en bas et à la poitrine pour les femmes. Le protège-dents est autorisé, mais il n'est absolument pas obligatoire. D'ailleurs, rares sont ceux qui l'utilisent en compétition. Un combat se rapporte par l'obtention d'un ippon. Mais un ippon peut également s'obtenir du premier coup avec une technique qui va incapaciter son adversaire pendant un minimum de 3 secondes, ou bien l'incapaciter complètement, donc un véritable KO qui va empêcher le combattant de continuer. Mais le Kyokushin ne s'illustre pas dans ses seules compétitions internes à son style, parce que cette recherche du combat total a poussé de nombreux pratiquants et combattants de Kyokushin à également se distinguer dans d'autres disciplines, toujours dans une volonté d'efficacité absolue pour être le meilleur combattant possible. On peut notamment parler pour les plus anciens du combattant Andy Hug, qui fut un très grand champion de compétition de kickboxing dans l'organisation de kickboxing justement K1. Mais on peut également parler de Georges St-Pierre, probablement le plus grand combattant de MMA de sa génération et peut-être même encore aujourd'hui, qui vient initialement du Kyokushin. Je vous l'ai dit en début de vidéo, Kyokushin signifie la vérité ultime. Et s'il y a bien entendu l'idée de vérité ultime dans un combat à frappe réelle, ce n'est pas seulement ça. Je dirais même peut-être que cette notion du combat réel n'est en fait que la face visible de l'iceberg qu'est le Kyokushin. Car finalement, la vérité qui est vraiment recherchée, au fond, c'est plus d'apprendre qui on est vraiment et de quoi nous sommes véritablement capables, tant physiquement que mentalement. Mais c'est aussi une histoire de construction, d'évolution, apprendre quelles sont nos limites, tant physiques que mentales, pour mieux apprendre à les repousser et à évoluer non seulement en tant qu'artiste martial, mais également en tant qu'être humain. C'est d'ailleurs
ce que représente le code de conduite du Kyokushin, le Dojokun. Nous entraînerons notre cœur et notre corps pour un esprit ferme et inébranlable. Nous poursuivrons le vrai sens des arts martiaux afin que toujours nos sens soient en alerte. Nous chercherons à cultiver l'esprit d'abnégation, nous observerons les règles de la courtoisie, respecterons nos supérieurs et nos aînés et nous abstiendrons de toute violence. Nous suivrons nos convictions et ne cesserons jamais d'apprendre. Nous n'aurons d'autre désir que d'atteindre force et sagesse. Toute notre vie à travers la discipline du karaté, nous chercherons à accomplir la véritable signification de la voie du Kyokushin. Il y a plusieurs traductions qui existent pour ce texte évidemment, mais le fond reste toujours le même et permet de démontrer, si cela était encore nécessaire aujourd'hui, que le Kyokushin et par extension tous les arts martiaux ne sont pas des disciplines de bourrins, mais de véritables arts de vivre. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur Masoyama et son Kyokushin dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez votre kata, vous pouvez toujours liker, partager et vous abonner en activant la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines sorties. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut! Be formless, shapeless, like water. And you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put in a teapot, it becomes the teapot. And water can flow or it can crash. Be water, my friend.